rentrée promise a eu lieu à Saint-Martin sous l'œil du Premier ministre. C'est le premier signe le plus tangible du processus de renaissance de l'île. Le gouvernement a tenu son pari, les syndicats sont mécontents. La deuxième rentrée de Saint-Martin est à la une ce soir. Insulté, agressé verbalement par un concierge totalitaire, le personnel de l'école Pierre-Mathieu de Bemao a débordé aujourd'hui sur la voie publique pour faire cesser une situation devenue très inconfortable. La ville de Basse-Terre a accueilli son premier paquebot de la saison. Les professionnels du tourisme ont mis les petits plats dans les grands pour tenter de faire de Basse-Terre une destination attractive. Ce pari sera-t-il réussi? Nous le verrons dans ce journal. Ils l'ont attendu patiemment, ils l'ont reçu à Saint-Félix à Gosier. Le Premier ministre, au cours de son week-end express, semble avoir séduit les pêcheurs. Ils accordent une grande confiance dans sa parole et aux décisions à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. 2 mois après le dévastateur ouragan Irma, les 6000 élèves que compte Saint-Martin ont repris le chemin de l'école ce matin. Pour l'événement, le Premier ministre Édouard Philippe avait fait le déplacement. Une rentrée redoutée par les enseignants, mais très attendue par les élèves qui avaient hâte de reprendre une vie normale. On regarde le reportage de nos confrères de TF1. Voici des collégiens ravis de reprendre l'école. Bonjour. Tout comme leurs parents qui ne cachent pas leur soulagement. C'était très compliqué, vraiment compliqué parce que les enfants ils vont pas à l'école, alors ils sont à la maison et puis difficile, c'est difficile, très difficile. Certains d'entre eux ne sont plus rentrés dans une salle de classe depuis 2 mois. L'école et les camarades leur ont manqué. Les amis, c'est tout, les amis. Et aussi je m'ennuyais, donc je voulais aller travailler. On a été choqués, mais maintenant on ne parle pas du cyclone parce qu'on essaie d'oublier ce mauvais souvenir. Il faut désormais reprendre le cours d'une vie normale, même si cette rentrée est évidemment particulière. Bon, vous faites quoi les garçons? On a un sport, mais on ne sait pas aussi. Alors le sport, vous allez vous mettre là-bas, parce qu'un surveillant va vous prendre en charge, il n'y a pas le professeur, je crois. Situé à Marigot, le collège Mont des Accords a subi de lourds dégâts. Oui, il manque 2 bâtiments, donc il manque des salles, et il y a des enseignants surtout qui manquent, parce qu'ils n'avaient, je pense, pour beaucoup pas été nommés avant les vacances. Judica. Jessie. Dans ce cours de français, il manque 5 élèves à l'appel sur 27 ce matin. Madame la principale est venue donner le cap. Quoi qu'il se soit passé, nous devons avancer. Elle a bataillé auprès du rectorat pour que son collège rouvre dès le 9 octobre. Il faut leur montrer qu'il y a des événements qui sont incontournables, mais qu'on les gère et qu'à un moment donné, il faut reprendre. Et l'école, c'est là où les enfants vont trouver des rythmes, des valeurs, et puis aussi, ils vont s'enrichir culturellement, et puis ils ont besoin d'apprendre aussi pour pouvoir reprendre le pays demain. Le cours d'anglais, lui, est en grande partie consacré au traumatisme lié à Irma. J'étais effrayé. Je me suis caché sous mon lit. Vraiment? On peut en rire maintenant. Mais ça n'était pas drôle, n'est-ce pas? Près de 2 tiers des élèves inscrits viennent de faire leur rentrée ce matin. Quant aux professeurs, il en manque à peine une dizaine sur 70. Tous aspirent désormais à une année scolaire normale, même si personne ne nie qu'il faudra savoir s'adapter à ces circonstances exceptionnelles. Et à la veille de cette rentrée, certains professeurs affirmaient que les collèges, les lycées n'étaient pas en état d'accueillir les élèves de l'île. Les syndicats avaient alors dénoncé des conditions matérielles inhabituelles et difficiles. Pour nous en parler ce soir, la secrétaire départementale du SNUDI-FO est avec nous pour en parler. Laure Fordant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu cette colère des syndicats et des enseignants ce matin qui a été suscitée aussi avec cette polémique concernant cette accusation d'abandon de poste. Passé cette polémique, aujourd'hui, ce soir, est-ce que les syndicats et les enseignants sont toujours dans le même état d'esprit? Alors l'état d'esprit des enseignants et des syndicats est le même, c'est-à-dire que oui, les collègues ont toujours été favorables à une reprise. Il y a toujours eu cette volonté de travailler, de reprendre, d'être au plus près des élèves, mais dans de bonnes conditions. Des conditions matérielles tant dans les établissements, donc dans les écoles, que des conditions personnelles. Quand des enseignants ont tout perdu, quand des enseignants ne peuvent pas se déplacer, qu'est-ce qu'on leur dit? Retournez travailler. Oui, d'accord, dans de bonnes conditions. Parce qu'on travaille avec de l'humain. Les enfants, les élèves, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir cette bonne relation, cette relation de confiance qui s'installe entre les enseignants et les élèves.
Qu'est-ce qu'on leur propose? Simplement retourner devant l'élève, retourner face à l'élève. On l'a vu dans le reportage, à la fin le journaliste le dit, ils le disent eux-mêmes, il faudra certainement s'adapter. On imagine que Saint-Martin est encore dévasté, comment faire dans ce cas, si les conditions ne sont pas optimales? Alors les enseignants s'adaptent, il y a des changements au niveau des horaires, il y a des changements au niveau des affectations. Nous avons également demandé au rectorat, sans succès, sans réponse de la part du rectorat qui est resté dans le plus grand silence, nous avons demandé quoi? Que les rapports de l'inspecteur hygiène et sécurité soient publiés, si ils ont été faits, puisque les réouvertures ont lieu, pas de convocation du comité hygiène, sécurité et conditions de travail, pas de convocation des instances, pas de rapport de l'inspecteur hygiène et sécurité, mais il faut reprendre à tout prix. Il ne faut pas se précipiter. Ce qui est important, c'est de respecter les collègues. Les collègues ont eu ce sentiment d'abandon. Alors, on entend certains dire, oui, ils ont été en abandon de poste. Non, les collègues ont toujours été volontaires, mais il y a des circonstances particulières qu'il faut étudier. On l'a vu dans le reportage, ils étaient nombreux ce matin finalement à être fidèles au poste. Sont-ils nombreux ces enseignants qui n'ont pas de logement à Saint-Martin? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on appelle un logement? Une bâche en place d'un toit? Non, un logement, c'est un endroit où on se sent en sécurité. Des collègues nous expliquent qu'ils ont pour fenêtre des contreplaqués, donc ils sont en permanence dans le noir. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un enseignant qui doit faire des préparations, qui doit se concentrer, travailler, peut rester comme ça toute une journée enfermé parce que il y a des contreplaqués aux fenêtres? Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on insiste sur les conditions personnelles, les conditions matérielles des enseignants. Les enseignants sont volontaires, ils sont là, ils l'ont prouvé et ils le prouvent encore. Mais les insuffisances sont du côté de l'administration. Aujourd'hui, qu'attendez-vous du gouvernement et surtout, par quels moyens avez-vous l'intention de vous faire entendre? Alors, par tous les moyens, nous nous ferons entendre. Nous serons donc dès demain à Saint-Martin et dans les îles du Nord, à partir donc de demain, pour justement continuer l'accompagnement que nous faisons auprès des collègues. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une transparence dans l'attribution des fonds qui sont donnés. Hier, en réunion au rectorat avec le ministre de l'Éducation nationale, il nous rappelle que plus de 100 000 € ont été octroyés pour les personnels. Mais concrètement, sur le terrain, les collègues ne le voient pas. Ils ne voient pas. Les situations sont complexes, sont nombreuses. On demande à ce qu'il y ait une transparence sur les critères et les modalités d'attribution de ces aides. Alors, certains collègues ont reçu des billets retour pour se rendre à Saint-Martin, des collègues qui ont dû, pour certains, assumer de nombreuses dépenses. Mais c'est insuffisant. C'est totalement insuffisant. Le Premier ministre a aussi confirmé que l'aide d'urgence pour les Saint-Martinois les plus démunis sera opérationnelle dans les 10 jours. Il s'agit d'une aide financière qui s'élèvera à 300 € pour les adultes et de 100 € par enfant, avec un plafond fixé à 900 € par famille. Cela vous semble-t-il suffisant? Non, c'est insuffisant. Vous connaissez l'ampleur du cataclysme qui a été vécu. Donc, il y a une question de moyens, mais il y a une question également de transparence. Pour revenir aux enseignants et au corps enseignant, il faut savoir qu'en Guadeloupe, dans l'académie de la Guadeloupe, il y a également des collègues qui ont fait des demandes de réaffectation. C'est-à-dire que dans toute cette volonté de travailler, d'être au plus près des élèves, des collègues qui avaient été précédemment affectés dans les îles du Nord ont demandé, avec avis favorable du médecin du rectorat, à reprendre, mais hors Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on leur répond? Rien. C'est ce qui crée l'instabilité, l'insécurité, ce refus de l'administration, ce silence de l'administration. Un silence lourd, un silence pesant, un silence, on est à J+60 et toujours pas de réponse. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème de manque de moyens, humains? Non, c'est faux, puisqu'il y a des recrutements, même à Marie-Galante, de contractuels. Donc on se rend compte qu'on préfère payer des contractuels plutôt que de prendre des enseignants fonctionnaires qui sont prêts et volontaires. Laure Fordan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité, en Guadeloupe, autre colère, celle des agents municipaux de Bémao affectés à l'école Pierre Mathieu, victimes selon eux d'agressions verbales et de menaces de la part du concierge de l'établissement. Ils ont bloqué ce matin l'entrée de l'école pour faire entendre leur voix. Nathalie Dinan et Moïse Dexter étaient aussi sur place. On regarde le reportage. Excédés, ne pouvant plus supporter ces violences verbales de la part du concierge depuis 7 ans,
les agents municipaux ont débrayé ce matin, se sentant en danger. Mais comment ont-ils pu endurer tout cela? Avec des médicaments, des traitements. Et puis quand on se retrouve entre collègues, le fait qu'entre collègues on s'entend, ça nous donne une force. Une force qui n'était plus suffisante lundi dernier, quand cet homme s'en est pris violemment à 2 agents. Se faire insulter lundi, la collègue s'est fait insulter à côté de la maternelle lundi pour rien du tout. Et ensuite après moi ça a été mon tour. Je dis que non, là c'est bon. J'ai arrêté le travail. Et nous les collègues on s'est tous réunis et on a été voir la direction. Parce qu'on a dit que là on n'en peut plus, là c'est ras-le-bol. Ça fait trop longtemps que ça dure, on n'en peut plus. Et ce n'était pas leur première démarche. Ces agents ont signalé plusieurs incidents au maire également et ils ont obtenu pour seule réponse: la procédure est en cours. Quand la maire prend ses responsabilités, nous on veut être protégés. Bon, ils font les démarches, ils font le nécessaire, ils nous ont dit. Un dossier épineux hérité de l'ancien maire pour lequel Mme Polifonte devra trouver une solution rapide. Selon certains témoignages, cet homme aurait agressé également des parents d'élèves. Ils sont solidaires des agents. Alors, si ces mêmes agents n'obtiennent pas satisfaction, le mouvement continue. Et en Martinique, un détenu s'est donné la mort à la prison de Ducos la nuit dernière. C'est le 3e cas en moins d'1 mois. Pour le syndicat Force ouvrière, ce drame témoigne des mauvaises conditions d'incarcération entretenues dans les prisons. Reportage Jean-Marc Dabreux. Le centre pénitentiaire de Ducos, théâtre d'un nouveau drame. Laurent B, incarcéré ce dimanche, s'est pendu avec une corde fabriquée à l'aide de ses draps. L'homme de 47 ans, condamné pour des faits de violence conjugale, a séjourné une première fois en prison, relâché le 25 octobre dernier, puis réincarcéré pour les mêmes faits. Ce nouveau séjour lui aura été fatal. Dimanche, lors de son admission, le personnel de la prison n'a pas repéré de comportement suicidaire. Mais pour ce représentant du personnel, ce nouveau drame est bien la conséquence de mauvaises conditions d'incarcération. Ce n'est pas la loi des séries. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, face à ce suicide et face aux 2 suicides qui sont déroulés au mois d'octobre, il faut mettre en face des conditions d'incarcération, des conditions de vie en détention exécrables. Il faut mettre en face la surpopulation carcérale. Il faut mettre en place le manque de moyens. Monsieur Urvoas, il y a 1 an, nous avait promis la construction d'un centre de semi-liberté. Madame Belloubet, aujourd'hui, a pris la décision d'annuler cette décision. Donc vous comprenez que face à ces suicides, on ne peut aujourd'hui mettre en exergue que la responsabilité de l'institution, de nos dirigeants, de nos gouvernements. Sur les 900 détenus du centre pénitentiaire, 40 font l'objet de signalements en raison d'un profil psychologique fragile. L'administration judiciaire n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Fort-de-France. Et revenons maintenant sur la visite du Premier ministre Édouard Philippe ce week-end en Guadeloupe. Celle-ci était marquée par des rencontres avec les principaux acteurs des 2 secteurs économiques les plus importants de l'archipel, la banane et la pêche. Si celui-ci n'a fait aucune nouvelle annonce, il semble tout de même avoir réussi à rassurer les pêcheurs, voire les avoir séduits. Reportage Yvan Lemar. Lors de cette visite ministérielle, les pêcheurs ont abordé la question des indemnisations après le passage de Maria. Un rapport sur l'état des lieux des pertes en Guadeloupe a été remis au Premier ministre et au ministre des Outre-mer. Ça veut dire que la pêcheur a parlé, qu'on a toujours l'argent. Nous avons dit non. Pas toujours l'argent, nous avons parlé d'autres buts. Nous avons une structuration à un métier là, où nous ces jeunes-là, parce que des jeunes qui veulent faire la pêche, il faut rentrer un métier là, il faut savoir qui j'aime qu'on fasse rentrer. Et on y plein de on y l'URSSAF, on y CPO, on y l'ENIM, on y plein de problèmes à régler. Mais ces problèmes-là sont un problème global. Et on ne peut pas parler de ça comme ça, parce que ça prend un nombre de temps, il faut décider pour parler de ça. Mais nous bien fallu comprendre que nous sommes obligés de discuter à ça. Durant la rencontre, les pêcheurs ont évoqué leurs difficultés au quotidien et leur volonté de mieux structurer la filière. La pêche, c'est un facteur économique non négligeable en Guadeloupe, mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas structuré comme il faut. Et nous, parce que ça, le comité de Guadeloupe, c'est son nouveau président qui est là, pas notre qui est élu. Et bon, nous entrons en place là et nous avons essayé de transformer le là. Faire ça marche comme d'autres gens. Parce que nous avons senti que la pêche, ni moyen de faire la pêche progresser, ni moyen de transformer le métier là, ni moyen de faire l'habitat, et ni moyen aussi
faire jeunes retourner dans la pêche. Alors nous ces jeunes-là, il faut nous servir des courants de transmission, mais pour nous servir des courants de transmission, il faut nous aussi mettre les moyens là, mettons base là, pour les voyous rentrer là, ils savent qu'ils trouveront bien. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'actuellement, nous avons le conseil régional et le conseil départemental, et c'est des entités là d'accord à travailler avec nous pour nous voir quand nous mettons en place, quand nous faire pour nous progresser à niveau de la profession. Après cette visite, les pêcheurs disent avoir le sentiment d'avoir été écoutés, mais ils restent vigilants et attendent des résultats. Et de la nouveauté dans le ciel guadeloupéen, depuis hier soir, la compagnie Norwegian Airways a repris ses liaisons vers et au départ de la Guadeloupe. Elle propose une destination de plus par rapport à l'an dernier. À cela s'ajoute les lignes de la compagnie Air France à destination des États-Unis. Plus d'Américains pour le plus grand bonheur de l'économie touristique. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Après avoir transporté pas moins de 100 000 passagers en Guadeloupe la saison dernière, la Norvégienne est de retour dans notre paysage aéronautique. Très exactement, c'est fin 2015 que Norvégienne a commencé ses premières opérations sur la Guadeloupe. Et grâce à cette compagnie, nous avons, dès l'année 2016, franchi le cap de plus de 100 000 passagers, donc en provenance ou à destination des États-Unis. Donc ça n'est pas neutre, effectivement, donc dans la structure de notre trafic, mais ça n'est pas neutre aussi pour les communes de la Guadeloupe, parce que beaucoup de Guadeloupéens ont constaté, des hôteliers aussi, qui avaient une clientèle américaine, donc qui était beaucoup plus importante grâce à ce nouvel opérateur. Et actuellement, donc courant 2017, nous sommes déjà à plus 23%, donc la progression se continue, et l'offre aussi vers les États-Unis se diversifie, puisque la compagnie Air France va aussi mettre en place des rotations sur Atlanta, donc dans quelques jours, dans le courant de ce mois de novembre. La reprise des vols au départ des États-Unis est également une aubaine pour l'industrie du tourisme qui voit de nouveau de nombreux passagers américains séjourner dans nos hôtels et profiter de nos infrastructures touristiques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions à les garder. Mais je pense que c'est une très bonne chose pour l'économie de la Guadeloupe. Premièrement, parce que nous avons des sites qui s'approprient, nous avons des atouts. Donc nous pouvons être fiers de notre destination. Donc on donne un peu le goût avec une escale. Mais aujourd'hui, les avoir en séjour, c'est une très bonne chose. Récemment, j'en ai eu et ils ont été très contents de visiter le Memorial Act, qui pour eux est une expérience vraiment inoubliable. Et nous avons l'habitude de les recevoir, c'était de façon ponctuelle. Je pense qu'avec l'arrivée des compagnies aériennes, j'espère que la fréquentation touristique de cette niche, parce que c'est une niche importante pour nous, avec un pouvoir d'achat, avec un pays aussi riche que les États-Unis. Ils ont besoin aussi de savoir que dans la Caraïbe, il y a d'autres îles et surtout la France dans la Caraïbe. Donc je pense que nous avons tout à y gagner de bien les recevoir et de surtout garder notre destination propre et embellie. La Norvégienne a par ailleurs restructuré ses vols en maintenant 6 par semaine vers Fort Lauderdale, tout en innovant cette année avec une nouvelle destination Providence-Boston avec 2 vols par semaine. Les États-Unis représentent désormais un quart de la croissance du trafic de pôle Caraïbes. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous le verrons. La ville de Déa qui s'affaire à recevoir les touristes. Et puis la ville de Basse-Terre s'est déjà parée aujourd'hui de ses plus beaux atours pour l'arrivée du premier bateau de croisière de la saison. À Déa, joyau de la côte sous le vent, les agents municipaux réparent et tentent de balayer au plus vite les stigmates de l'ouragan Maria. Si la municipalité souhaite mettre le paquet pour le 20 novembre, date à laquelle fera escale le bateau de croisière, le Club Med 2, les premiers croisiéristes de la saison sont attendus dès ce mercredi. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Dès mercredi, les tours opérateurs vont déverser leur flot de croisiéristes sur la plage de Grand-Anse et sur tous ces autres sites touristiques. La commune de Déa a activé tous ses services afin d'effacer le passage de l'ouragan Maria et recevoir ses hôtes comme il se doit. Nous sommes prêts. Et il faut dire qu'on a eu une réunion lundi dernier. Et de cette réunion, on sait que maintenant on va recevoir des bus à Grand-Anse, des bus qui viennent avec un bateau à Pointe-à-Pitre. Il y a 2 bateaux, je crois que c'est le Mein Schiff et Adonia et Azura. C'est une habitude pour nous, parce qu'il faut savoir que les premiers bateaux, justement le Club Med, a fait sa première escale à Déa en 2003. Donc pour nous c'est une routine. Depuis la réouverture de l'hôtel Fort-Royal il y a quelques années, depuis les rotations régulières de la Norvégienne, depuis son positionnement en port basé du Club Med 2,
est résolument tournée vers le tourisme. Alors il n'est pas question pour les commerçants et singulièrement les restaurateurs de baisser les bras. C'est vrai que nous sommes toujours en travaux à cause du cyclone, du mauvais temps qu'on a eu. On a pris ça du bon côté dans le sens qu'on a profité pour faire les rénovations, on a mis tout à neuf et voilà pour faire une belle saison. Maggie Valué ne sera peut-être pas prête d'ici mercredi, mais à l'arrivée du Club Med le 20 novembre, elle promet une belle mise en place. Louis Bernissoise affiche également un bel optimisme. Il sait qu'il faudra adapter les visites en fonction des desiderata de ses nouveaux clients. Il est prêt. Ce sont des tours opérateurs qui ont déjà, si vous voulez, fait l'excursion. Donc c'est une première mercredi et on sera à pied d'œuvre pour savoir quelle attente on peut espérer pour les personnes. L'accueil du tourisme, c'est notre affaire et c'est vrai qu'on s'est donné les moyens. Bon, bien sûr, c'est pas facile, hein, mais aujourd'hui, on va encore mobiliser les professionnels pour qu'on reçoive les touristes, les visiteurs dans les meilleures conditions. Agents municipaux et professionnels du tourisme ont mis les bouchées doubles pour ne pas rater ce premier accueil décisif pour le lancement de la saison. Et à quelques kilomètres de là, la ville de Basse-Terre accueillait ses premiers croisiéristes aujourd'hui. La population était invitée à donner le meilleur d'elle-même dans une ambiance festive qu'a pu capter Karen Diamin. On regarde son reportage. Ville d'art et d'histoire, la ville de Basse-Terre a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses premiers croisiéristes. On leur propose une palette de ce qu'on a de plus beau à Basse-Terre. On insiste aussi sur la French Touch. Donc on a 5 cases, on va dire. Une case où on va retrouver la French Touch avec la cave à vin où ils peuvent trouver les grands vins français. Donc les Américains, c'est un peu ce qui les attire au niveau de la France. De l'artisanat. Bien sûr, on est à Basse-Terre depuis le XVIIe siècle. La canne y est plantée, bien sûr, un très bon rhum. Donc, on leur propose ce volet de notre histoire. On leur propose aussi un tour pour découvrir la ville et surtout aller à la rencontre des commerçants. Donc, on a mis en place un dispositif avec 3 navettes gratuites qui va les emmener pour un shopping tour. Ils vont découvrir les boutiques de Basse-Terre et aussi clôturer ce shopping tour par une visite du Fort Louis d'Elgrès. Donc, on a essayé de mettre en place pour cette première arrivée une petite palette qui va monter en gamme au fur et à mesure. Pour accueillir les 11 autres escales prévues dans le chef-lieu, la collectivité pourra compter sur le soutien du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. C'est un travail avec la région, bien entendu, puisque c'est un travail qui est fait avec la collaboration des collectivités, telles que Basse-Terre, telles que Pointe-à-Pitre, telles que Dé et Terre de Haut, bien entendu. Donc c'est toute une organisation qu'il faut avoir et elle ne peut pas se mettre en place sans le CTIG, mais elle se met en place aussi avec les collectivités. Donc nous sommes des partenaires et pour que les choses, j'allais dire, pour que les croisiéristes soient satisfaits, qu'ils puissent aller visiter la ville. Là, il y a la sécurité, en fin de compte, tout doit être mis en place par les collectivités, le CTIG qui fait l'accueil et la promotion. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. La prochaine escale est prévue le 18 novembre prochain. Et la ville de Basse-Terre a d'excellents atouts pour attirer les touristes, mais les Basse-Terriens croient-ils en la vocation touristique de leur ville? C'est la question qu'ATV Guadeloupe leur a posée. On écoute leur réponse. Basse-Terre avait un potentiel touristique, mais avec le problème qu'on a créé à Basse-Terre, le problème du maire de Basse-Terre qu'il a créé à Basse-Terre, c'est un peu dangereux. Parce que si vous regardez, même maintenant, il n'y a pas une place pour qu'une voiture puisse stationner. Avant, la vie était autrement à Basse-Terre. Basse-Terre était Basse-Terre, mais Basse-Terre n'est plus Basse-Terre. Oui, je pense que oui, que la ville a un potentiel touristique, vu qu'il y a le fort Richepassa juste à côté, la Soufrière, les chutes du Carbet, la Grivelière. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de bâtiments qui sont un peu délabrés, il y a plein de friches. C'est pas agréable en fait, c'est pas joli. C'est dommage. Il y a plein de choses à refaire en fait. Je vous disais il n'y a pas longtemps que Basse-Terre a le potentiel touristique. Et que quand on vient à Basse-Terre, il y a beaucoup de choses à visiter. Notamment le fort d'Elgrès. Vous avez la cathédrale, vous avez le Mont Carmel, vous avez la plantation du Vallon et vous avez également ce que les touristes aiment, la distillerie Bologne.
Qui appartient à Vous savez Bastéo. pourquoi? Qui appartient à Bastéo, c'est toujours Bastéo. Voilà. Mais comme je vous disais, mais il faut que les commerçants qui sont toujours en train de gueuler fassent au moins le nécessaire pour que les touristes puissent venir à Bastéo. Oui, il y a vraiment un potentiel, mais après il faut dire qu'il faut vraiment englober, comme par exemple on a aussi l'usine à café, l'usine de Bologne, on a le fort d'Elglès, on a la Soufrière, comme par exemple aussi il y a Trois-Rivières avec les roches gravées, donc il faut vraiment regrouper en fait toute la Sud-Bastéo en fait, voilà. Ah bon, il y a beaucoup d'atouts touristiques, hein. Nous avons les montagnes qui sont autour de Bastéo, les sites bien définis. Nous avons le Caomel, qui est un lieu d'histoire. Il y a le fort d'Elgrès, fort Saint-Charles. Nous avons Saint-Claude, Baïf et autres. En ce qui me concerne, je trouve que la ville de Bastéo, c'est une ville très développée. On peut trouver tout ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qui manquerait? A priori, à mon avis, pas grand-chose, puisque tout est fait. Il y a de la sécurité, on peut s'orienter. Dès qu'on a besoin de chercher une rue ou quelque chose, on peut demander aux gens qui sont très aimables et très sociables. Je vois pas ce qu'on peut rajouter, franchement, je sais pas. Et puis une page culture maintenant avec les arts de rue qui se sont emparés ce week-end du quartier de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. La 5e édition du festival Art de rue nommé Arpaci a rassemblé plus d'une vingtaine d'artistes venus de l'Hexagone, mais aussi des régions voisines comme le Suriname. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Samedi minuit, le festival Arpaci est à son apogée. Le duo de rap Aten Bakara enflamme l'auditoire. Cette année, le festival Arpaci, c'est 3 jours pour la promotion des arts de rue. Capoeira, cirque, percussion, 130 artistes se relaient dans la rue et sous le chapiteau pour redorer le blason des métiers de la culture. La culture, ça a été prouvé que c'est une vraie richesse pour le pays. Ça crée du bonheur pour les gens qui regardent les spectacles, les concerts. Les syndicats des patrons disent que le chômage intermittent, ça met le budget des ACDIC dans le rouge, que c'est pas valable. Alors que en fait, non, ça s'autofinance. On paie beaucoup de charges qui après sont redonnées si on travaille le nombre d'heures qui correspond à une indemnisation de chômage, je dirais presque comme dans le régime général. Pour la 5e édition consécutive, le festival se greffe au quartier de la Charbonnière. Ces rues portent l'histoire des 10 000 réfugiés surinamais qui ont fui la guerre dans les années 80, faisant de ces lieux un des centres de la culture marronne. La Charbonnière, c'est un peu le cœur d'activité culturelle aussi de Saint-Laurent. Tout se passe à la Charbonnière, le meilleur comme le pire bien sûr. Mais on a énormément d'activités autour de la danse, de la musique, il y a énormément de petits bars, de petites rencontres qui se font de manière plus ou moins spontanée. Et on avait commencé à travailler avec des associations locales pour les premières éditions. Et on a également des subventions qui nous viennent de partenaires réguliers, qu'on remercie bien sûr, à savoir la mairie, le CNES, la CTG et aussi la DAC, qui renouvellent depuis 5 ans leur confiance auprès de nous. À cela s'ajoute un tiers d'autofinancement, grâce à la vente de produits dérivés et surtout 120 bénévoles qui travaillent à l'organisation du festival. Camille Hameau s'occupe de nourrir tout ce beau monde avec des aliments produits localement. J'essaie de mettre en avant le potentiel de l'Ouest Guyane au niveau de ses producteurs. À travers, on va chercher le pain à Ouala, on achète notre couac auprès d'une association, l'association Timana. On a aussi dans le secteur des producteurs qui sont dans le bio ou dans l'agriculture raisonnée. On essaye de favoriser ça parce que ça fait partie de nos valeurs dans l'équipe aussi. Et puis dans l'idée de choyer toute cette petite équipe de bénévoles et d'artistes qui permettent la faisabilité du festival et qui donnent beaucoup d'énergie tout le week-end. Une énergie qui sera sans doute toujours là pour la 6e édition prévue l'an prochain.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Et pour ceux qui subissent des coupures d'eau depuis ce matin dans la ville de Saint-François et à la Désirade, l'eau reviendra dans les robinets d'ici demain aux alentours de midi, selon l'information du SIAG. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'école de prévention et de civisme de Jarry à Bemaou de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 6 novembre. Nous l'avons vu ce soir, c'est la rentrée promise qui a eu lieu à Saint-Martin sous l'œil du Premier ministre aujourd'hui. Plus de 6000 élèves ont repris le chemin de l'école. C'est le premier signe le plus tangible du processus de renaissance de l'île de Saint-Martin. Insulté, agressé verbalement par un concierge totalitaire, le personnel de l'école Pierre-Mathieu de Bemaou a débordé sur la voie publique aujourd'hui pour faire cesser une situation devenue très inconfortable. Et la ville de Basse-Terre a accueilli son premier paquebot de la saison. Les professionnels du tourisme ont mis les petits plats dans les grands pour tenter de faire de Basse-Terre une destination attractive. Et puis, ils l'ont attendu patiemment et l'ont reçu à la ville du Gosier aujourd'hui. Le Premier ministre, au cours de son week-end express, semble avoir séduit les pêcheurs. Il s'accorde une grande confiance dans sa parole et aux décisions à venir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.